sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Ah là là, voir Barnier annoncer lui-même la future chute de son gouvernement, en vrai, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Ça nous rappelle que même si les puissants ont des plans pour exploiter notre société, eh bien, ces plans-là fonctionnent pas toujours. Aujourd'hui, dans Actu Réfractaire, on va parler des réactions au 49.3 de Barnier, mais on va aussi analyser la guerre civile syrienne qui reprend. Bah oui, parce que Actu Réfractaire, c'est aussi de l'international. Ça y est, hier dans l'après-midi, Barnier a annoncé le 49.3 pour la partie recettes du budget de l'État. Et très vite, les groupes d'opposition ont annoncé la censure, avec notamment le RN qui porte le coup final. Ça veut dire que nous déposerons, au moment où je vous parle, et déposer une motion de censure. Que donc nous déposons une motion de censure et que nous voterons la censure du gouvernement. La motion de censure, elle va pousser le gouvernement Barnier à la démission mercredi. Mais à peine cette grande victoire conquise par l'opposition que les insoumis pensent déjà à l'étape d'après, la démission de Macron. Alors, le responsable de cette situation doit prendre ses responsabilités. Nous devons rendre la parole au peuple. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là dans une démocratie. Et on doit le faire dans le respect des règles qui nous sont imposées par une constitution, que l'on soit d'accord ou pas avec elle. Car sinon, alors, c'est tout le fonctionnement de la démocratie qui se trouverait paralysé. Dans ces conditions, pour que l'on puisse revenir au peuple, à son vote, à sa décision, il faut, et c'est la seule possibilité qui existe, de revenir au suffrage universel, que le président démissionne. Que le président démissionne pour qu'on puisse voter, que le président démissionne parce que le seul souverain dans ce pays, c'est le peuple, que le président démissionne parce qu'il faut bien que l'on tranche entre les grandes options qui se présentent à nous comme peuple. D'abord, Emmanuel Macron ne souhaite pas nommer un gouvernement du nouveau Front populaire, ne souhaite pas nommer la coalition qui est arrivée en tête. Et donc, la manière de sortir de l'impasse politique dans laquelle nous a plongé le président de la République, eh bien, c'est d'arriver à un départ d'Emmanuel Macron, une démission d'Emmanuel Macron, et donc une présidentielle anticipée. Vous observerez qu'une gauche de rupture n'a jamais été aussi proche d'atteindre le pouvoir depuis 50 ans en France. Et c'est aussi ce qui fait paniquer, excusez-moi, une certaine classe et aussi des patrons de très grandes entreprises. Évidemment que c'est compliqué. Il n'y a aucun pays, donnez-moi un pays autour de nous où c'est facile pour une gauche qui veut sortir du modèle néolibéral qui est en train d'asphyxier tous les pays du monde entier et faire triompher l'extrême droite un peu partout dans le monde, qu'elle porte une cravate ou des capes de super-héros comme en Argentine. Honnêtement, non mais c'est vrai, c'est-à-dire, donnez-moi un exemple, c'est difficile et c'est un combat que nous menons, mais nous observons que notre ligne de rupture, elle devient majoritaire à gauche. Et ça a toujours été le souhait de Jean-Luc Mélenchon. Et vous pourrez aussi participer à la fête puisque le 5 décembre, des manifestations sont organisées par la France Insoumise pour la démission de Macron. Alors oui, ça va pas tout régler, hein, mais on va pas bouder le plaisir non plus. Bon, et si les Insoumis étaient les seuls à vouloir destituer Macron il y a quelques semaines, c'est aujourd'hui quasi toutes les oppositions qui demandent la démission de Macron. Le RN, l'IOT et même certains LR. Le seul objectif de tout le monde, c'est de concentrer la crise politique pour que la crise politique amène à la conclusion qui apparaît comme une évidence, c'est qu'il faudra un jour ou l'autre qu'Emmanuel Macron en tire complètement les conséquences et qu'il démissionne pour qu'il y ait à nouveau une élection présidentielle. Mediapart a résumé les déclarations dans 2 articles. Et ce qui est intéressant, c'est que même les macronistes commencent à y croire. Allez, je vous cite un article de Mediapart. Depuis 3 mois, Emmanuel Macron a perdu beaucoup de ses leviers. Ses conseillers ne participent plus aux réunions interministérielles où sont pris la plupart des arbitrages et Matignon ne prend même plus la peine de prévenir le château avant telle ou telle décision importante. Et bon, oublions pas que cette démission, elle ne réglerait pas le problème de l'instabilité parlementaire, hein, ce qui est le premier argument des macronistes. Et cette démission n'arrivera qu'à une condition, que la bourgeoisie française, avec son argent, ses entreprises et ses médias, lâche Macron en faveur de Le Pen. Alors, que dit la Macronie face à cette offensive ? Eh bien, des trucs très intéressants. Dans un moment où la conjoncture économique internationale se dégrade, où Donald Trump vient d'être réélu président des États-Unis, la France a besoin de stabilité. Notre pays a besoin de stabilité. J'espère que certains vont revenir à la raison, même si le sens de la nuance, de la raison, du compromis,
En fait, les deux, c'est-à-dire qu'on a un RN qui raconte une fable aux Français depuis 2 ans, faisant croire qu'ils sont devenus des gens responsables et raisonnables. S'ils sont des gens responsables et raisonnables, alors ils ne mêlent pas leur voix à celle de la France insoumise pour faire tomber un gouvernement sur un budget. Bon, les macronistes, ils seront heureusement soutenus par des membres du PS, des élus qui sont payés 5000 balles par mois grâce au NFP et aux électeurs insoumis qui se retrouvent aujourd'hui donc à annoncer le non-vote de la censure du gouvernement. Bon, pour rappel, l'une des rares solutions de crise pour Macron est d'intégrer le PS dans un nouveau gouvernement pour avoir la quasi-majorité à l'Assemblée. Ouais. L'avenir de Macron qui dépend de François Hollande, là, c'est qu'on a quand même vraiment touché le fond. Bon, et toi alors, est-ce que tu te réjouis de la censure du gouvernement Barnier? En tout cas, dis-nous en commentaire ce que t'en penses. Et puis on verra demain ce que pense la presse économique de tout ça. Bon, vous le savez peut-être, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Du coup, il y a 124 États, dont la France, qui doivent arrêter le Premier ministre israélien s'il se rend sur leur sol. Bon, en fait, ces 124 pays, c'est ceux qui ont ratifié le traité de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. Du coup, Michel Barnier et Yael Braun-Pivet ont déclaré qu'ils allaient se plier à la décision de la Cour pénale internationale. Mais en même temps, il y a le ministère des Affaires étrangères qui a juste décrété, pour aucune raison, que Netanyahou était immunisé. Et ça, c'est carrément sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères, où on peut lire « De telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou ». Bon alors, et donc, quelles sont les immunités en question ? Eh bien, on sait pas, hein, c'est marqué nulle part. Bon, en fait, il y a une raison très concrète, c'est que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, est un énorme paillasson. Bon, par exemple, il s'est couché il y a 3 semaines face à Netanyahou alors que la police israélienne avait agressé les autorités françaises à Jérusalem. Bon, et du coup, sur la chaîne suprémaciste pro-guerre i24 News, les chroniqueurs jubilent en s'essuyant les pieds sur la France et le droit international. C'est ça qui est important ce soir, voilà, pour nos téléspectateurs. Moi, je bois ce soir, David, les larmes des gauchistes. Je suis content déjà d'avoir lu les tweets d'Aymeric Caron, de Rima Hassan en train de pleurer. Alors Rima Hassan n'aura plus qu'une chose à faire, c'est prendre son kéfier, ou plutôt son torchon, et se moucher avec. Parce que Benyamin Netanyahou ira à Paris, David, et faire du shopping avec Sarah. C'est ça la réalité ce soir. Donc la France est couchée. Aujourd'hui de la France. La France est couchée véritablement aujourd'hui. Je suis très content et je bois ce soir les larmes de tous les gauchistes et j'ai hâte de voir encore des tweets inondés Twitter. Bon, allez, direction la Syrie où une offensive rebelle a bouleversé la situation du pays. Bon, pour rappel, la Syrie, c'est ce grand pays de 23 millions d'habitants au nord d'Israël et au sud de la Turquie. Et à l'intérieur de ce pays, les habitants vivent depuis 55 ans sous la dictature des Assad. Et pourtant, Bachar al-Assad, il a bien failli tomber en 2011 sous la pression populaire d'un immense mouvement pour la liberté. Et ce mouvement, vous le connaissez, il s'est répandu de pays en pays et on l'a appelé les printemps arabes. Sauf qu'en Syrie, l'armée est restée du côté du pouvoir et la répression ultra-violente a vite transformé le pays en zone de guerre. Alors résultat, c'est les milices djihadistes qui ont récupéré l'opposition à Assad. Et sur le plan international, toutes les puissances se sont mises à pousser leurs pions pour instrumentaliser le conflit. On a par exemple les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés qui ont laissé les monarchies du Golfe financer les milices pour affaiblir Assad. Ils ont donc alimenté la guerre civile jusqu'à donner Daesh et sa prise de contrôle d'un bout du territoire syrien en 2013. Mais on a aussi l'État russe, grand soutien d'Assad, qui a fait un front avec l'Iran et le Hezbollah libanais. Du coup, l'armée russe a bombardé plusieurs villes pour sauver Assad qui menaçait de tomber en 2015. Mais aujourd'hui, ça dit quoi tout ça ? On n'entend plus beaucoup parler de Daesh, ni de Bachar al-Assad, ni du peuple syrien dont la révolte a été étouffée. Bon, et bah déjà, selon les Nations Unies, on estime que plus de 300 000 civils ont été tués depuis le début du conflit armé dans le pays. On parle donc de tout un peuple qui a perdu des proches dans une guerre qui n'a jamais pris fin depuis plus de 10 ans. Mais vendredi, en fin de matinée, une coalition de forces rebelles est entrée dans Alep. Bon, en sachant que les milices, elles avaient été chassées d'Alep en 2016. Donc le conflit se réanime brutalement sous l'action de la coalition de rebelles qui est dominée par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda. Et de son côté, Bachar al-Assad est plus affaibli que jamais, puisque ses alliés n'ont pas les moyens de voler à son secours. Et oui, le Hezbollah libanais a été mis à genoux par l'armée israélienne et de son côté, l'État russe est occupé par le conflit en Ukraine. Alors on est dans une situation où cette attaque rebelle peut faire basculer la situation de la Syrie. On vous tiendra au courant de la suite.
En tout cas, ça fait trop plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et donc merci, pensez à vous abonner et si vous trouvez vraiment notre travail utile, pensez à faire un don sur notre page Tipeee qui est en description puisque peut-être que vous le savez pas mais on est un média totalement indépendant, c'est-à-dire qu'on touche aucune subvention de l'État et on touche pas non plus d'aide de milliardaires et ça c'est quand même chouette. Mais on a besoin de vous, alors le lien est en description. Moi je vous dis à demain 18h et sur ce, prenez soin de vous. Ciao!